Je peux dire que j'ai fait toute ma carrière à Radio Sénégal et c'est avec beaucoup d'émotion que j'entre dans un studio que je ne reconnais pas en réalité, tellement les choses ont évolué. Et je suis très content d'être là, d'autant plus content que je suis avec monsieur le directeur Michel Diouf, qui est très jeune également et a travaillé à Radio Sénégal, qui est un ami, un confrère et un excellent journaliste. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous reçois, vous et Lamine Touré, qui, comme il l'a dit tout à l'heure, est un ami, c'est un aîné, qui fait partie de ceux qui ont guidé mes premiers pas dans cette profession. Et j'avoue que de lui, je retiens l'image d'un homme, d'un journaliste rigoureux, à cheval sur les principes, un homme droit, un homme honnête, un homme courageux et travailleur. Ce sont des qualités que je retiens de l'homme et dont je m'inspire modestement dans ma pratique du métier. Lamine Touré fait partie de ce qu'on appelle la vieille garde, de ceux qui pratiquaient le métier de façon pointilleuse, de façon rigoureuse, en respectant les règles d'éthique et de déontologie qui gouvernent la pratique de ce métier. Hélas, aujourd'hui, nous sommes malheureux de constater que ces règles sont piétinées par la nouvelle génération. C'est très dommage, mais nous avons encore intérêt à les avoir avec nous et parmi nous pour qu'ils continuent à nous encadrer, pour qu'ils continuent à gouverner nos pas et à nous mener à bon port. Et ils sont déjà arrivés à bon port. Nous sommes encore en cours de route et nous avons tout intérêt à les suivre, à suivre leurs pas pour que nous arrivions nous aussi à bon port. Parce que la radio allait partout, la télévision a commencé avec des petites caméras, elle a fait sa révolution, elle est venue avec le téléphone, donc avec l'interactivité, etc. Après le téléphone, il y a eu quoi? Les réseaux sociaux. Non, avant les réseaux sociaux, il y a la FM, la FM qui est arrivée, qui a fait des radios musicales, parfois des radios commerciales. Hein? Et après, il y a eu comment on appelle ça? La radio numérique terrestre. Et maintenant, il y a la radio numérique satellitaire. Et la radiovision et la radio filmée. On en reparlera. Merci, tout à l'heure. Okay. Le mythe radiophonique va-t-il mourir à l'heure des réseaux sociaux? Quelle gestion des fake news? Le fact-checking n'est-il pas la preuve que les médias ont échoué dans leur essence même? Internet impose-t-il de nouveaux modèles économiques? Quelle transformation digitale de la presse? Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel est-il à la hauteur des nouveaux enjeux? Pour répondre à toutes ces questions, un vieil homme de la radio à cœur ouvert dans E-Tech, journaliste, formateur, un temps présentateur à la RTS. Après Benoît Ruyel, Lamine Touré livre sa lecture sur les pratiques radiophoniques dans un contexte de tout numérique. Un spécial numéro qui vous replonge dans la vieille époque des médias au Sénégal et dans le monde. E-Tech, Ousmane Gueye, Lamine Touré à suivre ce dimanche 28 mars 2021 sur e-radio. Ce studio qui me rappelle beaucoup de souvenirs, c'était le studio de la chaîne internationale où j'ai fait beaucoup de journaux. Je vois que vous êtes un peu ému. Oui, naturellement. Wow. C'est vrai que... Mais vous arrachez des larmes, c'est pas facile. On va pas en pleurer quand même. C'est une joie. Je crois pas tellement aux larmes de plaisir. mais sauf qu'à l'époque où vous animiez des émissions ou présentiez des journaux... Oui, j'ai été 10 ans reporter. Je devais être très jeune. Ok, disons que je suis arrivé ici dans les années 80, en 80. Wow. Donc j'ai fait 10 ans de reportage, ce qui est important à mon avis.
Ensuite, j'ai présenté tous les journaux, 7h, 13h, 22h. J'aimais beaucoup le 22h parce que c'était un journal magazine qui faisait le round-up. Wow. Beaucoup de gens n'aimaient pas le 22h parce qu'ils considéraient c'était long? Pas très long, 30 minutes. Et puis, on avait les régions. Et ensuite, j'ai fait des émissions. Une émission avec Charles Ndion, quelqu'un que j'aimais bien, qui malheureusement est disparu, qui s'appelait Quorum. Et ensuite, j'ai animé tout seul une émission qui s'appelait Forum, une émission interactive qui était assez... Apparemment, c'est la plus connue, comme le rappelait Michel Diouf d'ailleurs, voilà, le directeur de la radio. J'avais personnalisé cette émission parce que quand c'était interactif et quand quelqu'un appelait, il y avait une petite sonate qui disait « Lamine Touré écoute ». Et cette voix, c'était la voix de Diama Cissé. Je comprends. Et je vois que Michel vous a retourné un peu cette phrase tout à l'heure. Je comprends. C'était pour donner le signal à l'auditeur qu'il était en ligne. Au lieu de dire oui, allô, vous écoutez, j'ai dit, un petit technicien mettait le bobino, quand ça sonnait, il décrochait, il mettait le bobino. Lamine Touré écoute. Wow. Et l'auditeur disait qu'il entendait, il disait allô Lamine. Je disais oui, allô. C'est bon, on peut y aller? Je ne vois pas le technicien. C'est qu'on ne voit pas, il n'y a pas de... Il nous voit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il nous entend. C'est l'essentiel, on est à la radio. Alors, je pense qu'on peut y aller, jingle. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. ITEC ce dimanche reçoit un invité spécial. Bonjour Lamine Touré. Bonjour Ousmane Gueye. Merci d'avoir accepté notre invitation. Émission spéciale, je disais tout à l'heure, spéciale parce que vous êtes un grand homme de radio avec un parcours allant de Dakar à Paris en passant par Montréal et Moscou jusqu'à récemment, jusqu'à l'année dernière, formateur au CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information où vous nous avez formés avec Mamles Camara à la radio pendant 2 ans. L'occasion de vous dire encore une fois, merci beaucoup. Ce dimanche, émission spéciale en plus, nous nous sommes donné rendez-vous dans les locaux de la RTS, la chaîne nationale, qui vous a marqué, qui vous marque encore. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure, parce que nous prendrons 5 minutes pour mieux faire connaissance avec vous, quoique vous soyez déjà connu, je l'imagine sans peine, de beaucoup de générations. Une enfance de Boy Medina, un peu comme Youssou N'Dour, primaire à l'école Medina A, vous partez ensuite au Point E, siège de notre maison de presse. Après l'entrée en 6e, c'est le lycée Blaise Diagne qui vous accueille, correspondant un temps d'Africa numéro 1, ça sent déjà la vieille époque. Vous vous inscrivez ensuite à l'université Mohamed V avant d'intégrer l'Institut supérieur de journalisme de Rabat, où vous avez également fait une partie de votre secondaire, consultant pour plusieurs ONG, lauréat en 2002 du prix Urti Radio, prix de l'Union radiophonique et télévisuelle internationale. Vous avez aussi formé à l'ICS au CESAC, entre autres. Voilà 10 ans que vous êtes à la retraite, Lamine Touré, une grande voix de radio. Vous écoutez à la radio comment, maintenant que vous êtes à la retraite, évidemment, pas comme un simple auditeur. Merci. Naturellement, après avoir dit bonjour aux auditeurs, oui. Naturellement, pour répondre à votre question, j'écoute la radio avec, certes, une oreille d'auditeur, mais une oreille de professionnel, puisque quand même j'ai enseigné depuis 1997 au CESTI, donc j'écoute avec l'oreille de l'enseignant. Et mon épouse me dit, yo, tu ne peux pas te reposer, tu es tout le temps en train de critiquer, de parler à des gens qui t'entendent pas, de dire, oh, pourquoi il a dit de telle manière, pourquoi il a écrit de telle manière. Donc voilà, c'est en fait, la radio pour moi, c'est une passion, pour tout dire. Et qu'est-ce qui vous fâche le plus? Ce qui me fâche le plus quand... Actuellement, ce qui me fâche le plus, c'est quand il y a un mot qui est mal dit, ou bien quand il y a un mot dont on ne connaît pas le genre, ou bien et quand il y a une erreur que l'on peut éviter, parce que je me dis qu'aujourd'hui, les journalistes ont tout à portée de main. Avec l'Internet, Google, etc., ils ne peuvent pas se tromper. Quand on doute, on vérifie. Alors justement, c'est ça, à mon avis, être un peu objectif. Alors, c'est pour cela que quand il y a problème, quand on doute, tout de suite, on clique sur... Et on a le bon sens. On a le bon sens du mot, on a la bonne écriture, la bonne prononciation. Donc, ça me fait mal. Quand il y a une information qui ne semble pas être vérifiée et qui ensuite est disons, reprise, ça me fait mal. Parce que, bon...
On y reviendra certainement. Évidemment, Lamine Touré, professeur, formateur, disons-le, comme ça, est notre invité ce dimanche sur e-radio. Si l'on compare aujourd'hui avec la révolution digitale, c'était comment la radio d'hier, le montage, la cassette, le vieil enregistreur Nagra? Ah, voilà, vous me ramenez à l'histoire de la radio. Vous savez que la radio, pour tout dire, elle date d'assez longtemps. Hein. Oui. C'est le fruit de pas mal d'inventions. Et puis, bon, on peut dire que c'est en 1920 que ça a vraiment démarré sous sa forme, n'est-ce pas, moderne. Sous sa forme moderne. Oui. Alors, il y a eu beaucoup de disons, d'évolution, parce que quand on écoutait avant la radio qui grésillait et tout ça, il y avait cette idée de quelque chose d'assez lointain, on imaginait des choses. Ensuite, la radio était en fait une curiosité. Oui. Et elle est passée de curiosité à carrément une radio, parce que quand ça a eu lieu, ça a été créé, bon, elle a remplacé pas mal de choses. Elle a remplacé l'école, le théâtre, le cinéma et autres. Et elle a encore évolué, mais avec tout ce que ça comporte comme imagination, etc. Et on a même pensé qu'à un moment, la radio allait avoir des problèmes parce que la télévision est apparue dans les années 50. On n'y est pas? Non, parce que là, je veux dire, la télévision, quand elle est apparue, oui. il a fallu que la radio change, la radio innove. C'est justement avec le transistor, la radio a innové. Et il y a eu la mobilité, l'accessibilité. Avec le transistor, on allait partout, au stade et partout écouter la radio. Bon, ça, c'était sa deuxième révolution. Ensuite, il y a eu la FM. Quand la FM il y a eu la FM avec un meilleur son. Et bon, quand la télévision est arrivée avec ses petites caméras pour se déplacer partout et faire de l'immédiateté comme la radio, eh bien, la radio a encore changé. Elle a pris le téléphone. Hein, l'interactivité avec le téléphone, elle est devenue donc de bilatérale à multilatérale. Alors donc, avec le téléphone, on pouvait faire des émissions interactives. Et bon, après le téléphone, maintenant, il fallait une autre révolution parce que les choses ont évolué avec les TIC et tout ça. Elle a été numérique, radio numérique terrestre. Et aujourd'hui, nous sommes à la RNT satellitaire. Donc, la radio numérique satellitaire et l'évolution qui a amené jusqu'aux radios, comme vous savez, vision, comme vous dites chez vous, radio filmée, etc. Quand je vous écoute un peu, je vous taquine en même temps, Lamine Touré, est-ce que vous ne nous jalousez pas quelque part parce que nous vivons peut-être une époque exceptionnelle où tout nous est facile? Voilà. Vous n'êtes pas un peu jaloux? Non, pas du tout, c'est l'évolution. Vous êtes sûr? Je suis sûr parce que, vous savez, ce qu'on faisait par exemple, tout à l'heure, je n'ai pas carrément totalement répondu à votre question, parce que vous m'avez dit comment on travaillait. Eh bien, on travaillait par exemple sur bande ouverte. Vous savez, c'est-à-dire ce sont des bandes magnétiques, lisses, les bandes lisses, composées comme les anciens magnétophones là, qui tournaient. Alors, quand on avait des montages à faire, on avait de la colle, des ciseaux et une amorce. Par exemple, vous écoutiez une bande, lorsqu'il y avait une faute ou des choses comme ça, vous arrêtez le girardin, et vous écoutiez là. Et là, il fallait monter au ciseau. Vous avez un marquage, vous coupez au ciseau, vous enlevez et vous recoupez l'autre bout et vous collez avec votre colle. Et ça, il fallait être assez, disons, dextre pour pouvoir le faire. Mais avec ce temps-faire, on n'avait pas le droit à l'erreur, j'imagine. Ah non, on n'avait pas de droit à l'erreur. Il fallait... Et puis les montages, quand on les faisait, le lutteur n'y voyait que du feu parce que c'est comme votre montage numérique. Votre montage numérique, il est précis. Hein, il est très précis. Ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas le cas avant. Ensuite, bon, c'est vrai que on n'avait pas le matériel que vous avez aujourd'hui. On se débrouillait tant bien que mal. Par exemple, quand on allait en reportage à l'étranger, bon... on n'avait pas tout le matériel que vous avez, mais on bidouillait le téléphone. Par exemple, on prenait le téléphone normal, on l'ouvrait et on mettait 2 pinces sur le Nagra pour pouvoir prendre le son du Nagra et le mettre dans le téléphone pour envoyer un élément à la radio. Donc, c'était, quelque part, on était un peu technicien aussi. Donc, mais c'était passionnant parce que tout ça, ça faisait partie du travail. Mais avec vous, c'est facile. Nous, on peut faire un montage
le montage qu'on pouvait faire en, disons, 20 minutes, vous le faites en 5 minutes. 5 minutes, c'est sûr, c'est évident. Ouais. Lamine Touré, on poursuit notre émission. On parle beaucoup des réseaux sociaux comme l'ennemi, façon de parler de la radio, mais on oublie qu'il y a la radio même de la voiture, il y a le téléphone portable. Maintenant, on peut écouter la radio sur téléphone portable. Ça change quoi au sens même de la radio? Quand on quitte le transistor pour n'écouter la radio maintenant qu'avec son téléphone portable ou dans sa voiture? Pas grand-chose, hein, parce que, écoutez, quand vous écoutez avec le transistor, c'était quoi? C'était mobile. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que la radio, on peut l'écouter dans le téléphone, à travers le téléphone, comme vous dites, c'est toujours la mobilité. Quand à 7 h du matin, quand vous prenez votre voiture pour aller au travail, vous l'écoutez dans la voiture, etc. À 13 h aussi. Ce qu'il y a par rapport à la radio, c'est que vous pouvez écouter la radio et faire autre chose. Oui. C'est ça la différence avec la télé et le journal. Vous écoutez la radio et vous faites autre chose. Donc, c'est pas, là, il n'y a pas vraiment de grand changement. Le grand changement, c'est peut-être dans l'immédiateté de l'information. Parce que la télévision fait de l'information. Oui. Les réseaux sociaux, vous en avez parlé. Et on y reviendra d'ailleurs, oui. Donne tout de suite l'information, mais la radio peut s'adapter et doit s'adapter par rapport à ça. Parce que la radio peut récupérer ces réseaux sociaux. Oui. Et on y reviendra, comme vous dites. Oui. Donc, je pense que dans la pratique, c'est vrai que ça n'a pas changé parce que vous pouvez toujours écouter de la radio en étant mobile. La radio est toujours en compagnon. Oui. La preuve, vous avez votre téléphone et vous mettez votre écouteur et vous allez partout écouter la radio. Oui. Et la radio, Mais est-ce que la réception est la même quand on a un vieux transistor dans sa chambre au village? Est-ce que la réception est la même? Mais justement, bien sûr, avec la numéralisation, le son n'est pas le même. Le son est beaucoup plus agréable, disons. C'est comme quand la FM venait d'arriver. Le son était agréable. Maintenant, le numérique, c'est beaucoup plus agréable. Vous parlez d'écouter la radio, par exemple, en campagne et tout ça. C'est vrai qu'on ne peut pas encore dire que tout doit être numérisé et autres, parce que celui qui est à, on va dire, Canel, ou bien, pour vous provoquer, ou bien, je ne sais pas moi, quelque part à YouTube, ou bien quelque part ailleurs, ce berger ou ce paysan ou cet agriculteur qui n'a pas encore accès à l'Internet doit pouvoir écouter la radio normalement, et c'est cette radio qu'elle écoute. Elle n'est plus analogique, certes, tout à fait. Mais parfois... c'est toujours la recherche sur le spectre de l'onde qu'il faut pour avoir la chaîne qu'il faut. Et ça également, je pense que ce n'est pas encore dans nos pays, ça n'a pas encore disparu. Ça va être pour quelque temps ici. Oui. Et je pense que c'est vous dire que la radio n'est pas encore morte. Parlez-nous maintenant des zones courtes. Nous n'avons pas connu ces zones courtes, notre génération en tous les cas. C'était quoi exactement, rapidement? Les zones courtes, c'était des radios qui étaient très éloignées. Je ne veux pas entrer dans le détail technique parce que je ne vais pas me faire. Mais quand on écoutait, par exemple, moi j'avais l'habitude d'écouter des radios. Quand vous écoutez BBC, par exemple, qui était en ondes courtes, ou bien la voix de l'Amérique, la voix de l'Allemagne, quand vous écoutiez Radio Moscou, Radio Londres. Voilà. Donc c'était sur le spectre, vous cherchiez d'abord à mettre sur quelle fréquence, vous cherchiez la fréquence. Il y avait sur les radios des fréquences marquées, vous cherchiez la fréquence. Quand vous l'aviez, il y avait des grésillements, il y avait ces crépitements. Mais ces grésillements, ces crépitements, même si on entendait l'oreille pour écouter, ça faisait quand même, ça faisait imaginer la distance qu'il y a entre ici et Londres et tout ça. De plus en plus, les journalistes radio s'affichent sur Internet, sur les réseaux sociaux, alors que d'habitude, on ne voyait pas le présentateur radio. Est-ce que ça tue le mythe, le fameux mythe radiophonique? Sans doute. Sans doute, ça tue le mythe. Il faut s'inquiéter? Il ne faut pas s'inquiéter, il faut évoluer avec son temps. Mais par exemple, quand vous faites de la radio filmée, vous faites presque la télévision. La télévision a ses modes de posture. Oui.
Et moi, là, si je faisais la télévision, je ne dirais pas m'asseoir ainsi. Si vous me filmez, je n'allais pas m'asseoir ainsi. Tout à fait. Bon, ensuite, il y a effectivement cet imaginaire qui s'en va, ce mythe qui s'en va. À l'écoute d'une voix, on met derrière une voix beaucoup de choses. La radio est imagination. Comme on dit, la radio fabrique des images mentales. Oui. Alors, moi, je peux voir quelqu'un qui a une grosse voix et tout ça, et en réalité, c'est un bout d'homme, un tout petit maigre et tout, qui, quand on vous le présente, vous dites « Vous êtes déçu. Vous êtes déçu. Bah, peut-être pas déçu, mais en tout cas, étonné. Voilà. Ah bon, c'est vous. Oui, donc c'est un mythe qui tombe. Oui. Moi, j'ai jamais voulu, par exemple... Bon, j'ai fait audiovisuel en formation. J'ai fait une formation audiovisuelle, mais j'ai préféré la radio parce que, d'abord, derrière la radio, il y a une façon de dire les choses. Donc d'écrire, parce que tout ce qui est dit en radio est en principe écrit. Une écriture imagée. Une écriture imagée, une écriture qui donne des couleurs, qui décrit, etc. Ce qui n'est pas le cas pour évidemment la télé qui montre. Hein. Donc derrière les mots qui doivent avoir une valeur descriptive justement, derrière ces mots, l'auditeur imagine des sons, imagine des images, imagine sans... D'où le bruitage. Oui, à travers le bruitage. Oui. Malheureusement, maintenant, de moins en moins, les gens font de la production. Ils font que du journalisme radio. Et je pense qu'il est temps qu'on revienne à des productions radio. Oui. Parce que la radio, c'est... Les documentaires. Les documentaires, il n'en faut pas. On ne fait pas beaucoup de documentaires à la radio, pas beaucoup de production à la radio. Bon, c'est vrai qu'on me dira que ça coûte cher, mais maintenant... toutes les émissions primées, les meilleures émissions, ce sont des émissions qui font voir. Quand je vous dis qu'on peut faire une émission sans parole, qu'avec du son, vous ne me croirez pas. Et pourtant, c'est possible. Vous pouvez faire une émission qu'avec du son. Vous collectez du son partout et vous rassemblez. Vous avez un fil rouge, vous le mettez et vous comprenez à travers ça. Donc, la radio, c'est ça. C'est simplement magique. Donc, quand on voit le présentateur ou bien le journaliste à travers un écran, bon, ça enlève une certaine imagination, à mon avis. Un mot sur l'écriture radiophonique, parce que c'est important, l'écriture radiophonique, elle est importante, elle permet de faire la différence avec les autres écritures, web, télévision. Aujourd'hui, vous la voyez comment? Est-ce qu'on respecte toujours les règles? Pas toujours. Ceux qui sont formés, oui. Mais bon, ceux qui sont formés font de l'écriture radiophonique parce que, vous savez, écrire en radio, c'est écrire comme on parle. Écrire comme on parle, c'est écrire comme si vous conversiez. Oui. Et c'est difficile parce que, par exemple, en première année, quand je donnais des cours d'écriture radiophonique, vous donnez un exercice. Vous donnez, par exemple, le communiqué du Conseil des ministres qui est mon exercice de prédilection parce que, bon, il est écrit pour être lu. Oui. Hein. Alors donc, vous vous rendez compte que quand vous écrivez avec des phrases longues, avec des subordonnés, avec des mots compliqués, tout ça, l'auditeur doit entendre et comprendre. Donc c'est quoi? Il faut être concret, il faut le mot juste, il faut être clair, il faut être limpide, il faut être simple, etc. Il y a des techniques, pas de subordonnés, pas de mise en apposition, pas de... Oui. Il faut parler. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut s'exercer. Parce qu'en fait, je leur dis aux étudiants, c'est le simple qui est difficile. Écrire simplement est difficile. Donc, obligatoirement. Et les gens pensent qu'à la radio, vous venez, vous ouvrez le micro et vous parlez. Non, vous écrivez ce que vous dites, mais vous l'écrivez comme vous parlez. Oui. Et alors là, bon, j'ai l'impression que, bon, il y en a qui le respectent, mais parfois, particulièrement parmi les correspondants, je ne leur en veux pas parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Oui. Parfois, quand j'entends une correspondance, oh là là, je me dis, non, c'est extraordinaire. Comment les gens vont faire pour comprendre. Oui. Vous zappez? Parfois, je zappe. Oui. Pour conclure sur ce chapitre-là, Lamine Touré, comment sauver la radio sans tourner le dos à la révolution numérique? On ne peut pas. C'est la radio qui doit s'adapter. Oui, elle doit évoluer. La radio doit forcément évoluer. Elle évolue. Justement, elle évolue. Parce que vous savez, par exemple, quand la radio met de la musique FM, les gens aiment la musique. Mais avec le numérique, va dire à un jeune, écoute la musique à la radio, il va t'écouter par le podcast. Hein? C'est sûr. Ou bien il va écouter sur d'autres... YouTube, par exemple. Il va aller sur YouTube. Voilà. Sur YouTube, parce qu'il aura la musique et l'image. Alors, ce que doit faire la radio, c'est justement aller les trouver là-bas, sur le numérique. Il faut que la radio
quitte son truc et pour aller les chercher là où les jeunes sont. Et c'est là où il y aura la révolution justement de la radio, la révolution numérique. La transformation digitale de la radio, hein, comme diront les spécialistes. Oui. Rapidement, Lamine Touré, est-ce que ça vous donne le tournis, tous ces changements, vous, l'homme de radio historique qui doit s'adapter régulièrement, ça vous donne le tournis parfois? Non, ça ne me donne pas le tournis. C'est-à-dire, je m'adapte. Simplement. Je m'adapte. Et il faut obligatoirement s'adapter. Parce que si vous ne vous adaptez pas, par exemple, si vous ne vous adaptez pas à la radio numérique, il y a beaucoup de choses il faut s'adapter techniquement, mais il faut s'adapter également économiquement. Parce que par exemple, même par rapport à la publicité que vous devez avoir là, si vous mettez sur Radiovision ou si vous mettez sur Internet ou tout ça, vous allez avoir beaucoup plus d'audience. Parce que la radio, c'est de l'audience. Vous allez avoir beaucoup plus d'audience en mettant votre radio sur Internet. Tout le monde met sa radio sur Internet. Hein? Par rapport à, tout le monde on va vers la radiovision également. Tout le monde va mettre de la radiovision. Donc forcément, ça va vous donner de l'audience, surtout quand cette radio ou bien quand certaines émissions sont reprises par la télévision. Quelque part même, vous bousculez la télévision. Oui. Je pense qu'il est important de s'adapter. Et on ne peut pas se mettre là à ronronner, notre radio, l'avant, ça va comme ça, etc. Non, il faut s'adapter. Et moi, je ne suis pas contre l'adaptation de la radio. Parce que c'est normal. C'est l'évolution normale des choses. À l'heure du tout information, je le dirais comme ça, comme on dit, du tout numérique. Alors le journaliste, son travail, c'est finalement quoi? On voit qu'il y a une abondance d'informations sur Internet. Maintenant, les citoyens simples, appelons-les comme ça, relaient eux-mêmes leurs propres événements. Que reste-t-il aux journalistes et au journalisme? Moi, je crois que c'est une question essentielle que vous posez là. Parce qu'effectivement, les journalistes de radio n'ont plus ce monopole du traitement de l'information. Quand je dis traitement, là, je le mets entre guillemets. N'importe quel citoyen peut, évidemment, maintenant, donner une information. C'est là où se trouve maintenant le travail, la difficulté du travail des journalistes. Oui. Parce qu'il faut faire le distinguo entre une information bien recueillie, bien traitée, vérifiée et tout, et une information que le citoyen donne comme ça. Parce que quand quelqu'un passe une information sur son réseau, rien ne prouve que c'est une information d'abord vraie. D'où la nécessité de toujours vérifier. Et là, on va en arriver à ce qu'on appelle le fact-checking. Oui. Donc, toujours vérifier parce que ces gens qui donnent des informations à travers, ils n'ont aucun sens de l'éthique, ils n'ont aucun sens de la déontologie parce qu'ils ne sont pas formés à ça. Et en plus, il peut y avoir beaucoup de manipulations. Récemment, j'ai vu un homme politique à la télévision, sur les réseaux sociaux, qui disait on a changé ma voix, on a mis ma photo. Et on a pris ma photo, on a mis une voix disant que c'est ma voix. C'est de la manipulation. On peut, avec ces réseaux, faire de la manipulation. On peut, pour une raison ou pour une autre. Hein. On peut également donner une information hors contexte. Hein, le prendre d'un contexte, le mettre dans un autre contexte, ça change le tout. Donc, je pense qu'il faut... on ne peut pas dire que les réseaux sociaux tuent l'information. Consacrant le fact-checking comme un genre nouveau à côté du journalisme classique, est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir une brèche dangereuse? Autrement dit, est-ce qu'on n'est pas en train d'accepter, d'admettre qu'on peut avoir du journalisme, un ancien journalisme à côté, qui peut faire tout et n'importe quoi, et de l'autre, une équipe dédiée dont le travail consiste à vérifier. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Vous savez, le travail essentiel, principalement, du journaliste, passe par la vérification. Oui. Donc, vérifier ne peut pas nuire au journalisme. Pour moi, je ne vois pas de journalisme classique et journalisme fact-checking. Non, c'est que de plus en plus, on parle de fact-checking. Le fact-checking existe depuis longtemps. Oui, mais justement, c'est que de plus en plus, on a une équipe dédiée qui se fait appeler fact-checker, en fait, à côté des journalistes classiques. D'où ma question, est-ce que ce n'est pas dangereux? Oui, ce sont les journalistes qui doivent faire du fact-checking. Oui. En fait, je veux dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, non? Il n'y a rien de nouveau, mais le fact-checking, c'est un peu comme un bouclier. Oui. Un bouclier contre des informations non vérifiées qui partent dans tous les sens et qui peuvent nuire aux personnes, à la société, etc. Donc, je pense qu'il serait même bon, pourquoi pas, d'avoir au sein d'une rédaction une équipe de vérification. Comme c'est le cas ailleurs, par exemple. Comme c'est le cas ailleurs. Vous avez une rédaction
et que les gens vérifient les informations. Ailleurs, on parle même de cellules, hein, comme en France Info, on parle de cellules. Pourquoi pas une cellule qui, lorsqu'il y a doute, parce que le fact-checking, c'est quoi? Il faut vérifier une date, c'est vérifier... Avec des instruments dédiés surtout. Avec des instruments, oui des instruments pour vérifier. Avec même des logiciels pour vérifier et tout ça. Donc, mais je ne pense pas que ce soit mauvais. Hein? Et au contraire, tant que ça peut mener à une information vraie, hein? Une information vraie, vérifiée, utile, etc., je pense que le fact-checking peut avoir droit de citer. Lamine Touré, formateur en radio, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Une pause de 25 minutes et l'on se retrouve juste après. Dix ans à la retraite, mais en réalité, Lamine Touré n'a jamais été à la retraite, en tous les cas pas au sens actif du terme. Grande voix de radio après plusieurs belles années à Radio Sénégal, où il nous a conviés ce dimanche pour un enregistrement spécial. Notre invité est un passionné du métier, de son métier, ce métier que nous aimons et dont il nous a transmis le virus pendant qu'on parle de coronavirus sur les bancs du CESTI à quelques mètres d'ici. S'il accepte de répondre à notre invitation, ce n'est pas seulement pour partager avec nous ces beaux souvenirs radiophoniques. L'enfant de la Médina livre depuis 25 minutes sur iRadio son regard d'homme de radio sur la révolution en cours et principalement sur le mythe radiophonique lourdement éprouvé, voire menacé par Internet quand le journaliste radio qu'on ne voyait pas régulièrement s'affiche sur les réseaux sociaux au nom d'une certaine et nécessaire radiovision. Il a eu raison de nous dire « mais je ne connais pas la radiovision » tant Lamine Touré est resté scotché à l'essence même de la pratique. 50 minutes de souvenirs, de comparaison, d'interrogation, de mise en perspective que nous poursuivons à l'instant. Lamine Touré, on revient un peu sur le business model. Nous les jeunes, on aime un peu faire dans l'anglais le business model, les modèles économiques des médias. Vous en disiez un mot. À l'heure d'Internet, évidemment, il y a la toile, il y a les réseaux sociaux. Les médias, en se connectant à la révolution numérique, devraient s'adapter d'un point de vue économique également. C'est important que vous reveniez un peu là-dessus. Oui, évidemment, je pense que la révolution numérique passe non seulement par la technique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais également par l'économique. Et vous savez, le fait de, disons, passer la radio sur Internet peut élargir le champ de la publicité. Oui. Ça peut forcément amener une grande masse, parce que puisque je vous ai dit tout à l'heure que la radio, c'est un média de masse. Hein. Donc, ce média de masse, oui, s'il est sur un support qui peut encore, disons, l'amener à travers le monde, si vous avez de la publicité sur ce médium, vous augmentez vos gains en matière de publicité. Et je pense que c'est important également. Les revenus vont augmenter. Et je pense que il est important que les gens en tiennent compte. Ce n'est pas simplement dire que nous sommes sur Internet pour être écoutés, parce que vous êtes sur Internet pour plusieurs raisons. Oui. Pour être écouté, mais pour vendre des produits et pour justement ne pas être à la traîne par rapport à la numérisation. D'autant plus qu'on parle d'économie numérique. Oui, l'économie, je sais que vous êtes spécialiste d'économie numérique. Du tout. Parce que je suis juste un amateur. Vos émissions, mais il y a vraiment des avantages à être sur le numérique, des avantages aussi bien de son, de technique, d'économie, d'environnement et tout ce qui s'ensuit. Et également de publicité. Oui, mais en même temps, Lamine Touré, on a l'impression que les médias sont restés trop classiques. C'est le vieux modèle de la publicité et après, on s'en arrête là. Il n'y a que quelques rares exemples qui s'adaptent. Oui, je vois même que la publicité est même en train, insidieusement, oui, d'être dans l'information. Parce que de plus en plus, j'entends les revues de presse précédées par une publicité. Oui. Et ça peut être dangereux parce que ça devient une marchandisation oui, de l'information.
Alors que l'information doit être séparée de la publicité, tout comme le journaliste doit se séparer son travail du publiciste. Bon, alors... Un modèle un peu à la Mediapart, non? Bon, je sais pas, en quelque sorte. En quelque sorte, oui, parce que... Non, attendez, Mediapart c'est différent, parce que vous savez, il faut parler d'abord de la publicité. Oui, vous savez, oui. Par exemple, au Sénégal, la publicité, on peut dire, n'est pas réglementée. Tout à fait, et on en parle même à la lumière un peu du code de la presse, voilà. mais surtout de la TNT. Parce que la loi date de 1983, oui. Elle n'est pas appliquée faute d'un décret d'application jusqu'à présent. Et c'est pour ça que la publicité, ça va dans tous les sens. Donc d'abord, il va falloir réglementer ça, revoir la publicité. Il y a beaucoup d'argent qui va à l'étranger oui. Par rapport à la publicité et les Sénégalais n'en bénéficient pas. Donc je dis que cette publicité, elle doit pouvoir certainement servir les radios, mais il y a des choix. Il y a des gens qui choisissent de faire de la publicité, d'autres qui choisissent de ne pas faire de la publicité. Par exemple, quand vous prenez le journal français Le Canard enchaîné, Le Canard ne fait pas de publicité parce que ce sont ses abonnés qui donnent de l'argent. En quelque sorte. Mediapart, vous l'avez cité, et il y a un garçon que je connais bien, que tu connais bien, par exemple, Moussa Ngom, avec la maison des reporters, qui fait financer ses productions par des abonnés ou bien par la population. Et c'est un modèle qui peut marcher pendant qu'on y est, selon vous? Ça dépend. C'est vrai que tout début peut être difficile. Oui. Tout début peut être difficile. Mais ça peut d'une certaine manière marcher. Mais je pense qu'il faut surtout réglementer la publicité. D'abord. Réglementer la publicité pour que l'on sache l'argent de qui va où. Parce que par exemple, pour la chaîne publique, on sait que pendant très longtemps, on a parlé de subventions, de redevances, de toute forme et même de redevances sur le téléphone, de redevances sur, etc. Mais jusqu'à présent, il y a problème. Et à côté, il y a une floraison de radios, de télé, de journaux, etc. Et tout ça, ça fait désordre. Donc, je pense que, on ne peut pas dire que ça peut prospérer, que de chercher ses propres moyens, parce que c'est difficile. C'est pour cela que Internet peut être un moyen d'avoir de la publicité. Par exemple, quand on a fermé récemment les deux télévisions, là, ces gens, ils ont... Walfo TV et Sen TV. Ils sont allés sur Internet, oui. Et je suis sûr qu'ils ont dû gagner plus en matière de publicité que quand ils étaient simplement sur le truc, parce qu'ils étaient écoutés partout. Donc, c'est vous dire que... le numérique peut également avoir beaucoup d'avantages. Et par rapport à la publicité, moi, ce que je peux t'en dire, c'est qu'il faut d'abord réglementer la publicité pour que ça revienne à qui de droit et qu'on n'ait pas l'argent qui parte d'une manière ou d'une autre ailleurs. Ça nous fait revenir à la transformation digitale des médias dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, les deux chaînes qui se mettent sur Internet, c'est l'ensemble d'ailleurs des chaînes qui se mettent sur Internet actuellement. Mais encore une fois, l'impression c'est qu'on n'exploite pas totalement ces opportunités que nous offre le numérique. C'est dû à quoi? À une méconnaissance des enjeux, à de la négligence? C'est dû à quoi selon vous? Peut-être à des habitudes. Simplement. Mais ils seront obligés. Ils seront obligés justement de s'adapter à la modernisation. Parce que sinon, ils ne pourront pas exercer. C'est la fin de la télé qui s'annonce? Non, en fait, moi, pour parler de des télévisions que je vois ici, particulièrement, privées, on a plus tendance maintenant à faire de la radio filmée que de la télévision. Oui. De la radio filmée. Parce que, regardez les programmes de télévision, en général, parce qu'ils n'ont pas de moyens, c'est ça, c'est pas que ce soit des reproches, parce que c'est la réalité. Ils n'ont pas les moyens de faire des productions. Une production radio coûte cher. Oui. Une production télé coûte cher. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des tables rondes, soit des débats, soit des talk-shows. D'ailleurs, ils ne font même pas la différence entre débat et table. Ils sont des gens qui sont là et puis qui font de la politique ou bien qui font autre chose, du social, mais tout le temps, c'est autour d'une table. Donc, la télévision est devenue une radio qu'on filme pour un peu ne pas donner mauvaise conscience aux radios filmées. Donc, voilà. Alors que c'est tellement facile, en tout cas, ce n'est pas très difficile de faire, de mettre en ligne un média
avec moins de moyens et ça marche. Oui, non, mais c'est même dans le contenu. Là, quand je parle du contenu. Oui. C'est dans le contenu. Par exemple, une télévision, si vous voulez faire une télévision, il faut faire de la production. Il faut sortir, il faut des images, mais c'est pas des personnes qui sont là, que les gens regardent à longueur de journée, c'est pas dynamique. C'est là, c'est trop statique. Et même si ce qu'ils disent est intéressant, donc c'est pas de la télévision. Moi, je préfère même enlever l'image et écouter ce qu'ils disent. Il y a toujours les mêmes... Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Et puis, d'autant que les personnes ressources sont la plupart du temps les mêmes, on voit toujours les mêmes têtes. Donc, non, je suis très sérieux. On voit toujours les mêmes têtes, autant peut-être enlever l'image et écouter. Bon, mais ce n'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas les moyens. Justement, il faut aller chercher les moyens, à mon avis, pour faire de la production télévision. Et la radio, maintenant, est venue sur ce terrain de la télé et je pense que la radio gagne plus à faire ça que la télévision. Mais est-ce qu'il ne revient pas à l'État, et je sais que le nouveau code en parle rapidement, est-ce qu'il ne revient pas à l'État d'imposer quand même les règles, les critères quand quelqu'un doit ouvrir une télévision, qu'il ait les moyens ou s'il ne les a pas, qu'il n'ouvre pas une nouvelle télévision simplement parce que ça prend de l'espace, ça prend des fréquences, non? Oui. Oh, écoutez, moi, quand j'entends le terme imposer, je suis plutôt pour la liberté. On peut avoir la liberté de créer son groupe. On peut avoir la liberté de créer sa télévision. Mais la liberté va avec la responsabilité, on vous apprend rien. La responsabilité, peut-être même les moyens, puisqu'on parle de moyens. Oui. Si une télévision ne produit pas, c'est le citoyen qui, à force de suivre et qui est formé, qui va lui-même se lasser de ça et qui va lâcher cette télévision ou lâcher cette radio, etc. Est-ce que le citoyen est suffisamment formé? Vous en savez quelque chose? Justement, c'est là où il y a le problème. Et c'est là où les médias ont un rôle important à jouer. Parce que, par exemple, si on prend les radios privées, juste après la FM et tout ça, les contenus, c'était quoi? C'était des gens qui venaient mettre la musique, des choses assez débilitantes et qui ne forment pas les citoyens. Et même actuellement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens, qu'on les appelle chroniqueurs ou bien animateurs ou bien éditorialistes, entre guillemets, qui viennent, qui parlent de choses tellement sérieuses dont ils ne savent rien du tout en général. C'est-à-dire que les analyses ne sont pas profondes et que en réalité, on leur laisse un champ qui est tellement important pour la formation du citoyen qu'en définitive, il crétinise plus qu'il ne forme. Donc, je pense que c'est la formation. La faute à qui? La faute à tout le monde. La faute à ceux qui doivent, en réalité, faire ce travail. La faute à ceux qui doivent réguler. Aujourd'hui, on a un problème de régulation. Parce que, par exemple, par rapport aux fréquences, qui devait réguler les fréquences? C'était comment on appelle ça, la RTP. La RTP n'est pas là. Qui régule? C'est le CNRA. Il régule, mais... En fait, il faut dire que chacun gère un aspect qui le concerne. Ce n'est pas leur prérogative de réguler, par exemple, les fréquences et tout ça. Donc, il faut en arriver à ce qu'on appelle là le ARCA, le ARCA qui va peut-être bientôt arriver, mais également avec des responsabilités bien définies. Parce que je pense que pour donner à ces organes de régulation les moyens de bien faire le travail, il faut d'abord que ceux qui dirigent ces organes de régulation aient une certaine indépendance. Et cette indépendance, ils ne peuvent pas l'avoir s'ils sont nommés. Choix par appel à candidature. Appel à candidature, présentation d'un dossier bien ficelé. Choix par les confrères. Choix par des confrères, des organisations, des députés, tout ce que vous voulez. Et proposition à l'exécutif qui nomme parmi, par exemple, 2 ou 3 candidatures, qui nomme un candidat et qui a obligation de résultats au bout de 3 ans. Sinon, on appelle un autre. D'abord, il y aura l'indépendance qui n'aura pas, celui qui ne va pas se dire que si je ne me contente pas le prince, il va m'éjecter. Donc, il sera indépendant, et puis voilà, tout son staff sera indépendant. Et ensuite, il pourra vraiment travailler. C'est la même chose je le dis dans un service public d'information, mais je le dis dans un service public d'information, et je le pense sincèrement. Ceux qui ont
ceux qui dirigent des services publics d'information devraient pouvoir être nommés, certes, mais sur appel à candidature avec des propositions concrètes. Et comme ça, elle n'est pas, par exemple, le service public ne sera pas, disons, vert pendant une période, bleu pendant une autre période, marron beige pendant une autre période, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, voilà. Oui. En fait, quand vous le dites, quand vous faites ce plaidoyer, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas content un peu des méthodes actuelles? Non? C'est parce que je trouve que quelque part, quand on est partisan, on a les mains liées. Forcément. Tu sais, au temps où le soleil, le patron du soleil était du bureau politique du Parti socialiste, ou bien, etc. Oui. Donc, on a les mains liées. On ne peut pas, en tant que journaliste, je pense, être sous la coupole de qui que ce soit. Nous, notre credo, c'est la liberté. C'est d'abord la liberté, oui. Ensuite la responsabilité, et ensuite nous travaillons sur l'information. C'est l'information l'information, la vraie, la juste, la travaillée, etc. C'est ça notre credo, normalement. Mais ce n'est pas, ou bien notre rédaction qui nous donne ce n'est pas un monsieur quelque part qui a des intérêts partisans, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, ce que je déclare, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir ou d'ailleurs, celui qui travaille dans l'information devrait pouvoir, parce que la loi le lui permet, les codes internationaux le permettent, toutes les chartes lui permettent ça, de faire de l'information pure et dure. Voilà, c'est ce que je crois. Oui, et à l'heure du pluralisme au sens médiatique du terme, autrement dit, beaucoup d'organes, est-ce que ça change un peu l'accès à l'information? Est-ce que vous pensez que pluralité égale qualité à l'heure actuelle? La diversité est un avantage. Moi, je pense que la diversité est un avantage. On ne va pas se mettre aux radios uniques, à la presse unique, comme au parti unique, etc. Donc, la diversité peut être. Mais seulement que cette diversité doit répondre à un souci d'éthique et de déontologie. Bon. Alors, on se rend compte qu'il y a plusieurs journaux, mais ces journaux-là, on ne peut même pas voir leur grande différence parce qu'en fait, ces journaux ne font pas d'éditoriaux. Rares sont les journaux qui font des éditoriaux et ces éditoriaux sont plus ou moins, n'est-ce pas, versés vers... vous savez ce que je veux dire. Mais bon, ces éditoriaux doivent pouvoir faire la différence, que les gens puissent, à travers un fait, se dire ce journal, il le traite par rapport à telle ligne éditoriale, l'autre telle ligne éditoriale, etc. Au moins, c'est connu dès le départ. C'est connu dès le départ. Mais là, bon, il y a des intérêts divergents, donc on ne sait pas. C'est pour cela qu'il y a problème. Mais sur la diversification, moi, je suis pas contre du tout. Que tout le monde puisse avoir son journal, sa radio, etc. Mais l'essentiel, c'est que ça serve la société, ça serve le citoyen et que ça puisse servir vraiment le pays pour que les gens y trouvent leur bien-être et se développent. Et que ça puisse également former le citoyen à comprendre tous les enjeux politiques, sociaux, économiques, culturels dans la société. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le citoyen ne soit pas très bien formé, est-ce que ça ne joue pas? Est-ce que ça n'a pas un certain impact sur la vie, parce qu'on parle de vie des partis politiques, la vie des médias au Sénégal? Si, effectivement. C'est tout le nœud du problème. C'est exactement là où se situe le problème. C'est que si les citoyens avaient tous les éléments pour avoir une bonne compréhension des enjeux et tout ça, ils auront une bonne compréhension. Quand on leur expose, par exemple, à travers des analyses, vraiment, quand je parle d'analyse, je ne parle pas de commentaires. Les gens font des commentaires, ils disent qu'on fait des analyses. Non, à travers des analyses qui sont donc vraiment scientifiquement menées, donner aux citoyens les moyens de comprendre un fait, de faire son choix, d'analyser lui-même et de faire son choix par rapport à différentes choses. Là, on aura un citoyen responsable. Mais le citoyen qu'on manipule, qu'on mène par le bout du nez, par-ci, par-là, non, là, il suit. Il a
il a plus de sentiments que de réflexion. Donc, il peut bien aimer Ousmane parce que bon, c'est son ami, par exemple. C'est son ami, oui. ou bien un autre. Mais non, il n'analyse pas ce qu'Ousmane dit, il ne regarde pas les... Donc, il faut lui donner les éléments, que ce soit les éléments économiques, culturels, sociaux, tout ça. Mais c'est ça ce que je vois. Le rapport des citoyens aux médias, on en a parlé. Maintenant, le rapport des politiques aux médias. De plus en plus, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une certaine dévalorisation du journaliste sénégalais quand, par exemple, les informations principales qui touchent à l'avenir du pays sont données ailleurs, en dehors des frontières du pays. Ça, vous le voyez comment? La faute à nous, la faute aux autres? C'est la faute à, disons, une trop grande ouverture à la profession. Parce qu'il y a trop de gens qui sont venus par effraction dans la profession. Oui. Et je pense que la formation est importante maintenant. Avant, il y avait des journalistes qui n'étaient pas passés par l'école, mais qui avaient le sens de l'éthique, qui avaient le sens de la déontologie, de la mesure, de la responsabilité, et qui vérifiaient. Mais maintenant, puisqu'il y a amalgame, il y a du tout là-dedans, donc je pense qu'il faut que les journalistes soient responsables, soient formés, et qu'on ne laisse pas, comme je disais tout à l'heure, on a laissé un champ trop large à des gens qui sont là pas pour des intérêts, mais pour leurs propres intérêts. Vous pensez que la carte de presse, la carte nationale va changer beaucoup de choses? Je crois que ça va être un grand pas, oui. Parce que déjà... Juste un grand pas. Oui, parce que là, déjà, la sélection va se faire sur des critères bien déterminés, sur la formation, sur l'ancienneté, mais également sur... et vous avez comment on appelle ça? Tout un ensemble de critères. Voilà, tout un ensemble de critères qui font que celui qui a à qui on attribue la carte pourra se dire que moi, je suis journaliste. Mais aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, j'entends des gens à la télé, à la radio parfois, faire des chroniques, vraiment, c'est débilitant. Oui, Lamine Touré, mais d'un point de vue sociologique, est-ce que ça change quelque chose? Parce qu'avec ou sans la carte, les vrais journalistes se reconnaissent, mais les populations, elles, c'est tout à fait le contraire. La preuve aujourd'hui, un Ousmane Gueye qui n'est pas du tout respecté par ses pairs parce qu'il ne fait pas bien son travail, mais il peut passer pour une star auprès des populations. Est-ce que ce n'est pas là le problème? On en revient à la formation des citoyens. Oui. On en revient à Est-ce que sans la formation, la carte nationale de presse va changer grand-chose? Je veux dire, c'est aux citoyens. Oui. Vous savez, quand vous avez un journal qui dit du n'importe quoi tout le temps, et si le citoyen est suffisamment formé, suffisamment éclairé pour se rendre compte que ce journal-là fait du n'importe quoi, eh bien, il va délaisser le journal. Et bon, la carte, si elle est attribuée correctement selon les critères que j'ai vus, je pense que ça peut déjà amener... Mais changer quoi? Mais ça peut changer la pratique déjà. Oui. C'est vrai, je vois très bien le sens de votre question. Parce que vous pouvez être, ça se voit aujourd'hui, vous pouvez être un journaliste, bon, disons, connu et tout. Oui. Et pourtant, faire du n'importe quoi dans votre journal en fonction de critères que nous ne savons pas, en fonction d'intérêts que nous ne connaissons pas. En fait, pour prolonger un peu ma question, vous n'avez pas cette carte de presse, mais pourtant le patron de presse vous recrute. Qu'est-ce que ça change de ce point de vue? Justement, vous posez le problème du patron de presse. Oui. Ce sont justement ces patrons de presse qui, parfois, même quand vous venez faire quand vous êtes dans un journal, vous pouvez très bien faire un journal, un papier qui est assez critique, mais c'est au patron de presse de lire. Si ça ne l'arrange pas ou si ça n'arrange pas son commanditaire, il te dira non, ce papier n'est pas bon, je jette-le à la poubelle. Il n'est pas de bonne qualité. Il n'est pas de bonne qualité. Non, c'est vrai que le travail qu'il faut faire aujourd'hui, ce n'est pas simplement sur les journalistes, les jeunes journalistes, mais également sur les patrons de presse. Il y a des patrons de presse qui sont des businessmen, qui ne sont pas journalistes, qui ont investi dans la presse. Justement. Et qui veulent avoir de l'argent. Bon, c'est tout. Et qui prennent l'information comme une simple marchandise. Qui prennent l'information comme une simple marchandise ou bien comme un simple moyen comme un strapontin pour arriver ailleurs ou bien pour avoir de l'argent, etc. Et ces gens-là, évidemment, c'est le syndicat des journalistes, les associations de journalistes et autres, sont tenus de protéger les vrais journalistes qui travaillent dans ces organes. C'est vrai que vous me direz qu'il y a la clause de conscience, etc. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez partir. Mais je pense qu'effectivement, il faut vraiment que la presse, les journaux, les radios et autres soient dirigés par des journalistes professionnels. Mais on peut être également journaliste professionnel et être malhonnête. Oui, voilà. Donc, tout à fait. Non, des journalistes qui croient à ce métier, qui
et puis bon, qui ont une formation, et puis la dignité, l'honnêteté et tout ça. L'éthique. L'éthique, ça ne s'apprend pas, ça va à l'école. Ça t'apprend à bas âge. C'est dans l'éducation. C'est dans l'éducation du citoyen, encore une fois. Pourquoi au Cap-Vert, par exemple, les gens sont des démocrates? Pourquoi au Cap-Vert, par exemple, l'indice de corruption n'est pas comme au Sénégal, hein, d'après les chiffres? Oui. Pourquoi au Botswana tout se passe bien? Pourquoi au Rwanda tout se passe bien? Alors, c'est parce qu'ils ont formé un citoyen qui est libre, hein, qui a le sens de la démocratie, mais qui a le sens également de l'éthique. Alors, c'est ça vers ça qu'on doit tendre, sinon, obligatoirement, on ne sera jamais ce qu'on doit être. L'offre de formation dans nos écoles de formation, la question tombe bien, vous êtes un formateur, elle devrait être comment? Est-ce que, de ce point de vue également, on ne devrait pas évoluer un peu, que par exemple la formation mette le curseur sur le digital aussi, parce qu'on ne peut pas éviter le digital. Heureusement ou malheureusement, c'est notre quotidien. La formation, elle devrait être comment par rapport au digital? Elle devrait être moderne. La formation, elle devrait toucher tous les secteurs. Et c'est le cas selon vous, le formateur dans plusieurs écoles? Par exemple, plus ou moins. Par exemple, au CESTI, bon, il y a une tendance à la formation sur le web, mais je pense qu'on devrait former... par exemple, dans l'audiovisuel, on doit faire une formation audiovisuelle, au lieu de dire une formation radio, télé, machin, audiovisuel avec web et tout ça. On doit pouvoir former en fonction de l'évolution du monde. Cette formation ne peut pas se contenter de catégoriser. Oui. La preuve, quand vous faites aujourd'hui votre émission, vous faites du son, vous faites du web, oui, vous faites du digital, vous faites du tout. Donc, il faut former à du tout. Multimédia, comme on dit. Voilà, vous faites du multimédia, vous faites du tout. Donc, la formation doit tendre vers ça, sans évidemment vouloir, disons, minimiser le principal, oui, ça veut dire le journalisme. Oui. Tu vois, il est bien beau de faire à côté tout ça des matières de culture générale qui t'ouvrent la compréhension pour l'analyse et tout ça, qui peut partir de l'histoire de l'art à la statistique en passant par. Oui. Et donc, vraiment, je pense que quand même, la formation doit être revue et embrasser tout ce qui entre dans le cadre du métier du journaliste. Lamine Touré, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. C'était un plaisir de recevoir Lamine Touré, formateur, passé notamment par le CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, même s'il forme aussi dans d'autres écoles. 50 minutes d'échange, de confidence, de générosité à l'heure du digital et autour du métier de la radio, et même des métiers. Lamine Touré, merci pour la formation, merci pour votre regard critique continu sur nos prestations radiophoniques. Merci à Michel Diouf, directeur de la RTS, et à son équipe pour nous avoir reçus ce dimanche, parce que évidemment, pour recevoir Lamine Touré, il faut retourner sur ses pas de grand homme de radio. Chers fidèles d'ITEC, merci à vous pour la fidélité. Rendez-vous dimanche prochain. Excellent dimanche et excellente semaine.